Donc l'insuffisance mitrale, comme vous le savez, c'est un grand pourvoyeur d'insuffisance cardiaque. Et vous voyez que 50% des patients meurent à 5 ans s'il n'y a pas d'intervention, et la plupart vont être réhospitalisés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces dispositifs médicaux implantables, quand on regarde la valve aortique percutanée et quand on regarde également la plastie bord à bord mitrale avec le MitraClip, puisque c'est le seul qui est remboursé, on voit que sur la survie des patients, ce sont des techniques qui marchent très bien lorsque les patients sont sélectionnés bien, parce que l'intervention en général se passe très bien. Et vous voyez que le nombre de patients à traiter pour éviter un décès sur une année, c'est entre 2 et 5. Richard vous a montré les chiffres avec les nouveaux traitements pharmacologiques d'apagliflozine en pagliflozine. On est à 35-40. Donc ça vous montre que c'est quand même très performant, à condition d'intervenir précocement dans l'histoire naturelle de la maladie et ne pas arriver chez des patients qui sont en stade dépassé et qui ont une dysfonction ventriculaire gauche majeure autonomisée. Alors, la place des imageurs est évidemment très importante dans ces approches thérapeutiques de l'insuffisance mitrale, parce que c'est eux qui vont sélectionner les patients, et puis ça va être nos yeux durant l'intervention. Donc vous voyez, je vous montre toutes les techniques qu'on peut utiliser pour réaliser ces interventions. Et ce qui est le plus important, c'est de se comprendre, et vous voyez que maintenant dans les salles hybrides, on est capable de savoir ce que regarde l'échographiste et nous comment il faut qu'on se place avec nos rayons X pour pouvoir voir la même chose et parler de la même façon. Et il faut avoir la vue en 3 dimensions et c'est des choses qu'on acquiert de plus en plus facilement. Alors sur l'approche de la plastie bord à bord, c'est en fait une réplication de ce qu'ont découvert nos collègues chirurgiens avec Alfir à la fin des années 90. Et c'est un cardiologue américain qui a fait la première expérimentation avec le MitraClip en 2003. Donc vous voyez, c'est des techniques relativement récentes, mais ça n'a pas eu tout de suite le succès comme on l'a vu avec le TAVI. Il a fallu attendre quand même pratiquement une quinzaine d'années pour que on puisse l'utiliser maintenant en routine. Donc le principe est simple, hein, c'est un clip avec, vous voyez, ce qu'on appelle un gripper qui va permettre d'agripper, hein, c'est une petite pièce métallique avec des dents très acérées et qui va permettre de piéger en fait le feuillet mitral. Et ensuite, la fermeture du clip va permettre de réduire la surface de l'orifice mitral, et c'est le but de cette technique. Alors l'approche est maintenant simple, bien codifiée, hein, donc c'est une approche transseptale qu'on fait sous ETO, et c'est l'ETO qui va nous guider pour pouvoir bien nous placer par rapport à l'orifice fuyant, pour pouvoir nous aligner, et puis surtout pour nous dire si on a piégé suffisamment de feuillets et si on a été efficace sur la réduction de la fuite. Donc je passe rapidement là-dessus. Donc il y a des artifices techniques qui nous permettent de nous améliorer, bien évidemment, pendant l'intervention. Et puis il y a aussi des évolutions dans les techniques. Maintenant on a des clips de tailles différentes qui nous permettent de piéger plus ou moins de feuillets mitrales, d'être plus ou moins efficaces. Et puis il y a le monitorage aussi de la pression de l'oreillette gauche qui nous permet aussi de voir immédiatement si on a été performant sur notamment la réduction de l'onde V mitrale. Et on sait que ce sont des facteurs qui sont indépendamment associés au succès de la technique, mais également aux réhospitalisations pour insuffisance cardiaque et à la mortalité. Donc on a fait pas mal de progrès techniques. Alors comme je vous l'ai dit, la sélection est majeure. On avait l'habitude de dire qu'il fallait vraiment privilégier le TO. Maintenant on a des données maintenant plus récentes, et c'est marrant parce que c'est issu du Covid. Pendant le Covid, les patients, en fait, on leur faisait pas de TO à cause du risque de contamination, du personnel, etc. Et on s'est aperçu qu'avec les ETT, on pouvait très bien sélectionner les patients et ensuite les amener à l'intervention qui va être guidée sous ETO. Donc c'est important à savoir. Alors on a maintenant des critères de sélection pour les interventions qui vont être faciles à faire, en tout cas dans l'insuffisance mitrale qui est dite restrictive. Des interventions qui sont faisables, hein, dans les formes
mixte, où il y a un peu de forme primaire et secondaire, et puis les cas qui sont des défis techniques, mais qui le sont de moins en moins, puisque les dispositifs médicaux s'améliorent, comme on va le voir juste après. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais c'est juste pour vous dire que souvent les industriels quasiment devancent nos envies, et on voit qu'il y a des améliorations techniques qui sont spectaculaires. Alors le bénéfice du MitraClip dans l'insuffisance mitrale restrictive, vous avez vu ces études, donc je ne rentre pas dans le détail, mais on voit, c'est intéressant parce qu'on voit le spectre, le continuum des patients qui ne vont pas bénéficier de l'intervention, et ceux qui vont bénéficier de l'intervention. C'est lié à l'importance de la fuite et à la dysfonction ventriculaire gauche sous-jacente. Et ces deux études randomisées, l'une française, l'une américaine, ont permis de mieux préciser chez les patients qui allaient être répondeurs, non répondeurs. Donc on sait que évidemment la surface de l'orifice récurgitant joue un rôle, mais également le diamètre télédiastolique ventriculaire gauche, et puis surtout la qualité de l'intervention. Et on sait maintenant que si on laisse une fuite moyenne après l'intervention, c'est des patients qui vont revenir pour être réhospitalisés. Donc ça nous amène à être toujours plus méticuleux sur la qualité de l'intervention et à ne pas se contenter d'un résultat moyen. Et donc souvent il y a des palabres pendant l'intervention, à savoir si on met un deuxième clip ou si on laisse qu'un clip basé sur l'échographie. Donc on se base maintenant également sur la pression auriculaire gauche et l'onde V résiduelle, et ça nous amène parfois à changer notre fusil d'épaule. Alors voici, vous connaissez tous ces critères de sélection pour les patients qui vont être répondeurs à cette plastie bord à bord dans l'insuffisance mitrale secondaire, avec, vous voyez ici, coapt et ici mitra HR, et lorsqu'on est entre les deux, on arrive à sélectionner des patients qui vont être répondeurs et qui vont bénéficier de la technique. Donc on a des artifices maintenant qui nous permettent de calculer notamment le rapport entre la surface de l'orifice et puis le volume télédiastolique ventriculaire gauche pour nous guider dans le choix. Donc c'est pas uniquement la surface de l'orifice récurgitant, mais il y a plein d'autres paramètres qui vont rentrer en compte, notamment la qualité de vie du patient, son espérance de vie, etc., etc. Donc les données de la vraie vie sont très encourageantes. Elles sont superposables à ce qu'on voit dans les études randomisées. Et comme je vous l'ai dit, on a maintenant des dispositifs qui sont différents, qui sont plus performants, qui permettent d'avoir une technologie et une technique plus facile, notamment pour attraper les feuillets. Et vous voyez que globalement, lorsqu'on regarde ces nouveaux dispositifs comme le système Pascal de Edwards, on a des résultats qui sont très bons sur la réduction de ces fuites secondaires, avec, vous voyez, des modifications du stade de NYHA qui sont vraiment importantes. Donc des succès techniques qui sont obtenus chez 90% des patients, et puis une amélioration du stade NYHA qui sont obtenus dans 90% des patients. Donc l'avenir maintenant, ça va être de comparer ces dispositifs les uns aux autres dans des indications bien précises, et à faire des études de mortalité qui sont en cours. Alors tout ça, ça a fait évoluer les recommandations, et vous voyez qu'entre 2017 et 2021, on voit que cette réparation bord à bord maintenant peut être utilisée en routine. C'est une recommandation classe forte, c'est 2A. Et vous voyez qu'il n'y a plus la contrainte forcément de la mesure de la dysfonction ventriculaire gauche et de la nécessité d'avoir une resynchronisation. Donc ça a vraiment changé, et c'est sur la base des études coapt et mitra FR qui ont été publiées. Alors les défis actuels, c'est l'insuffisance mitrale primaire, et c'est là où la technique a commencé au départ. Et on voit actuellement qu'en France, la question qui se pose, ce sont les patients qui sont dits à risque intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois éligibles pour la chirurgie, et ils sont éligibles également pour le MitraClip. Et donc il y a des études qui sont en cours. Évidemment, les patients inopérables vont directement vers le MitraClip, mais il y a quand même des patients qui sont entre les deux techniques. Typiquement, c'est le patient de 75 ans qui a un prolapsus, qui est éligible pour la chirurgie, qui refuse la chirurgie et qui veut le MitraClip.
avec notamment des techniques moins invasives, une sortie plus rapide de l'hôpital. Donc il y a des essais qui sont en cours, et en particulier l'essai français qui est conduit par Patrice Guérin, qui s'appelle MITRA-HR, et qui compare dans l'insuffisance mitrale primaire la plastie chirurgicale et la plastie percutanée bord à bord, et c'est une étude qui est en cours. Alors, il y a d'autres défis, en particulier la maladie coronaire associée. Ça, c'est des données de gros registres allemands. En fait, on se préoccupe tellement des valves qu'on ne regarde plus les coronaires. Et en fait, on s'aperçoit que ces patients qui ont une insuffisance mitrale, une fois sur deux, ils ont une maladie coronaire associée. On n'y faisait pas attention. Ils n'étaient pas forcément revascularisés. Et on voit que, en fait, le pronostic de ces patients, il est lié aussi à l'existence d'une revascularisation coronaire sous-jacente. Et ça a amené évidemment à des amendements dans les études en cours, et en particulier dans MITRA-HR, parce que vous avez bien compris qu'un patient qui va aller vers la plastie chirurgicale, on va lui regarder les coronaires, et le chirurgien va ponter pendant qu'il répare la valve mitrale. Ce n'est pas forcément ce qu'on va faire lorsqu'on fait une plastie bord à bord percutanée. Donc c'est des choses qui sont importantes, qu'on apprend au fur et à mesure. Alors, l'insuffisance mitrale secondaire également, lorsque les patients ne sont jugés pas éligibles pour la plastie bord à bord parce que ils n'ont pas les critères de bonne réponse, on voit que les recommandations ont évolué sur les nouvelles technologies, avec notamment les plasties annulaires, les valves percutanées. Donc la discussion est ouverte. Vous voyez, c'est une recommandation de 2B, ça veut dire que c'est des discussions qu'on doit avoir dans nos staffs médico-chirurgicaux sur des solutions thérapeutiques qu'on peut leur proposer. Alors elles existent, ce sont les plasties annulaires avec le cardioband ou le carillon. Donc ce sont des techniques qui sont compliquées, qui sont associées à des temps opératoires prolongés et qui sont évaluées avec de petites séries et pas dans le cadre d'essais randomisés. Et puis il y a les valves percutanées, il y en a énormément qui ont été dessinés. Le défi technique dans les valves percutanées mitrales, c'est qu'il faut trouver un moyen de les attacher, parce qu'en fait il n'y a pas d'anneau, l'anneau est virtuel, donc il faut les attacher soit au ventricule, soit à l'appareil sous-valvulaire mitral, et c'est ce qui fait les difficultés du développement de cette technologie. Ça n'a pas pris comme par exemple le TAVI. Donc je vous montre ici juste la valve Tandine, où c'est la plus grosse série de 100 patients, vous voyez, où la valve est attachée à l'apex du ventricule gauche pour éviter qu'elle migre. Et vous voyez que globalement, lorsque les patients sont bien sélectionnés, on a d'excellents résultats techniques avec une approche ici qui est apicale. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur la réparation mitrale percutanée? Que globalement, ça fait beaucoup de progrès, que l'évaluation dans le cadre du staff médico-chirurgical, évidemment de la situation cardiovasculaire mais extra-cardiovasculaire, est très importante, que la réparation bord à bord, c'est devenu le gold standard quand les patients ne sont pas éligibles pour la chirurgie. On avait l'habitude de dire que ça améliorait la qualité de vie, mais maintenant on a quand même la démonstration que ça améliore la survie de ces patients, et c'est quand même pas rien. Et on voit qu'on a quand même du recul, avec maintenant dans les gros registres plus de 5 ans, sur des registres conséquents de plus de 1000 patients. Et maintenant, les enjeux, ce sont de combiner ces différents dispositifs implantables, c'est-à-dire la plastie bord à bord avec l'annuloplastie, mais aussi la réparation mitrale percutanée avec la réparation tricuspide, parce que souvent ces patients ont des valvulopathies multiples, on répare la mitrale et on s'aperçoit que les récidives d'insuffisance cardiaque sont liées à l'insuffisance tricuspide. Donc c'est quelque chose qui est en pleine évolution, et je suis vraiment très intéressé dans ce domaine. Je pense qu'on fait des progrès tous les jours, et je vous remercie de votre attention. Question pour Jean-Philippe. Le chirurgien, il doit voir ça quand même d'un œil, excuse-moi, mais... Il allait intervenir, le chirurgien. Ouais. Un œil sceptique. Parce que la limite, le edge-to-edge, quand même, nous les chirurgiens, on connaît bien l'Alfieri. On nous l'a reproché pendant des années en disant que ça ne donne pas des bons résultats, notamment avec le temps, parce que ça ne traite pas la dilatation de l'anneau.
Et donc là, à l'heure actuelle, avec le edge-to-edge, je nous dis on a un recul. Le recul, il est quand même limité, quoi. On sait bien quand même, nous, dans les séries chirurgicales, que le bord à bord, l'Alfiri, si on n'y associe pas une annuloplastie, ça récidive, la fuite. Alors, on ne traite pas quand même les mêmes patients. C'est-à-dire que souvent, les patients qui ont été traités, c'est des patients qui étaient jugés non éligibles pour la chirurgie, à cause du risque, à cause de la dysfonction ventriculaire gauche. Et la deuxième chose, en fait, on s'est aperçu que quand même, avec ces clips, on fait une plastie annulaire quand même, parce qu'en fait, on tire sur l'anneau, notamment la partie postérieure, et on voit sur les séries de scanners que lorsque les clips sont bien mis, et en général on en met plusieurs, eh bien on a tendance à réduire la taille de l'anneau. Donc on fait indirectement également une plastie annulaire, et on arrive à réduire la taille de l'anneau de ces patients. Donc on a quand même des suivis à 5 ans, ce qui est quand même pas mal, et puis maintenant une démonstration sur la réduction de mortalité. Très bien. D'autres questions? Merci Jean-Philippe. Sur Zoom, il y en a une. Oui, mais c'est pour Pascal de Groot. Donc on va non, il y en a une. Combien de temps l'intervention MitraClip dure-t-elle aujourd'hui? Je la vois pas, celle-là. Alors quand c'est simple, c'est 40 minutes. Et quand c'est compliqué, ça peut être 3 ou 4 heures. Donc ça dépend. Voilà, mais en moyenne, ça dure à peu près 120 minutes.